m'arrêter le moment premier de la conférence inaugurale et des échanges sur une réponse de Bruno Bachimon qui répondait à la question de Maxime, à savoir que finalement, du côté de l'ingénieur, on a cet autrement et du côté du designer, on aurait cette autre chose. Et en fait... alors je suis pas très certaine d'avoir compris ce qu'est cette autre chose, mais moi dans mon langage j'ai l'habitude de dire que le design c'est un déplacement et c'est un autrement, et c'est par cela. Et en fait les propositions que vous avez montrées dans le milieu du design, dans le milieu de l'architecture, pour moi il y avait justement cette valeur de travailler autrement. Ces modèles algorithmiques ou cette question du calcul et donc de la génération in fine. Et je voulais savoir, on a entendu avec Bruno Bachimon ce matin la question de la sélection, comme quoi le regard était hyper important à cet endroit-là. Avec Claire notamment, c'était aussi la question... des données brutes, des données d'entraînement, du dataset, de tout ça. Avec vous, Sandrine et Jean-Baptiste, on avait aussi la question des données d'entraînement et en plus ce chaînage de modèles et tout ça qui vous interpelle et interpelle vos étudiants. Et du coup, je voulais savoir si pour vous, c'est en tant que designer ou architecte, dans des métiers de la conception, est-ce que c'est cet autrement de la relation à la technique, à cette technique-là en l'occurrence, ou est-ce que vous pensez plutôt aussi à cette question autre chose? Voilà. Concernant ce que j'ai présenté, moi je dirais que là on est vraiment sur autrement, puisqu'on essaie... on essaie toujours de faire de l'architecture. Je pense pas que si je ne communiquais pas sur ces recherches, on pourrait se rendre compte de l'extérieur du fait que ces techniques sont utilisées dans les projets de l'agence que j'ai pu montrer là. Autant, je pense qu'il y a une époque, le design computationnel, l'arrivée du paramétrique a eu un impact sur le style. Je pense au déconstructivisme, je pense au projet de Guéry, de Zaha. Voilà, ça c'est des choses qu'on pouvait voir tout de suite. Je pense que là, on est sur... du autrement, mais vraiment dans la méthode de conception, de comment travaillent les architectes au quotidien. Et bien sûr, ça a un impact sur le résultat, mais pas forcément comme on l'attendrait, en tout cas pas sur la forme directement. Ouais, je peux compléter un petit peu peut-être sur le autrement. Il me semble qu'il y a quelque chose des pratiques qui sont très répandues en art et design, c'est de prendre des outils, d'essayer de leur faire autre chose que ce pourquoi ils ont été conçus. C'est assez récurrent et c'est certainement assez sain de faire ça. Donc par des processus de détournement. Je sais pas, on n'a pas attendu le numérique pour ça. On a fait faire autre chose à des machines. Et donc là, c'est un peu des logiques ça permet à la fois de découvrir les techniques, de les travailler, d'essayer de les comprendre. Ça pose la question des finalités, donc pourquoi on les utilise, donc soit pour optimiser, soit pour la productivité, la performance, ou pour la création, ou pour aussi aller vers des dispositifs critiques, comme on pouvait le montrer. Donc oui, c'est certainement un rapport à la technique qui est particulier, qui est un tout petit peu ambivalent. Je sais pas, moi j'ai plus une réflexion actuelle là-dessus. J'étais assez convaincu de ça en me disant ça c'est bien, c'est le rôle de l'art et du design de faire ça. Je le suis un peu moins là maintenant. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose, notamment avec les IA génératives, d'une sorte de diffusion, d'évangélisation par des designers, par des artistes, qui fait que, oui, peut-être là la question aujourd'hui elle est un peu différente, notamment on a évoqué l'impact environnemental, mais en fait je pense qu'il faut faire plus que l'évoquer, globalement. Et ce qui veut dire qu'à un moment, est-ce qu'on y va vraiment là-dessus? Est-ce qu'on résiste? Et je pense que le rapport à la technique il peut aller jusque-là aussi, en tout cas du côté du design et de l'art sans doute. Voilà. Ouais, je voudrais rebondir. Il y a quelque chose qui a été vraiment frappant par rapport aux deux premières interventions précédant la table ronde, c'est le rapport à la recherche. C'est-à-dire que ce soit en architecture, dans le milieu professionnel ou dans le design, dans un milieu plus pédagogique,
il y avait un rapport à la recherche. Alors que ça pouvait être un rapport à la recherche avec des laboratoires, avec des articles, etc. Et donc, j'ai l'impression que travailler, engager une démarche de conception avec cette technique qui est l'IA nécessite aujourd'hui, pour la comprendre et la découvrir d'une autre manière et penser des usages et les actualiser aujourd'hui, en fait, ça nécessite d'associer les designers, les architectes, les concepteurs, en fait, avec le milieu de la recherche. Est-ce que vous pourriez rebondir un petit peu sur cette dimension-là, qui n'était pas forcément naturelle initialement dans des écoles de design ou dans des agences d'architecture? Je pense que c'est aussi une question de maturité, en fait. Les entreprises, beaucoup d'entreprises, elles disent toutes qu'elles travaillent sur cette question, mais pas du tout toutes avec la même ampleur, et parce qu'elles sont pas encore forcément structurées pour bien travailler les bases de données et du coup être efficient. Donc c'est vrai que travailler avec la recherche, ça permet d'être sur des explorations autres, qui ont une autre, d'autres enjeux, d'autres dimensions, qui sont peut-être plus en adéquation avec ce que peut amener modestement aussi un designer à cette étape-là. Après, ça va évoluer. Nous, nos étudiants en dernière année sont en alternance, donc ils sont tous insérés dans des structures, agences ou entreprises, et ils commencent tout juste à intégrer ces questions, et modestement, et souvent c'est plutôt dans des grandes structures, voilà. Et puis là-dessus, il y a quand même... Il y a aussi un rapport avec la recherche qui a changé dans la mesure où la recherche travaillait différemment aussi. C'est-à-dire que les algorithmes dans le résultat sont beaucoup plus proches de leur applicabilité que ce qu'on avait avant. Et donc, ils sont presque, d'une certaine manière, prêts à être utilisés. Et puis aussi, il y a un autre aspect qui est intrinsèque au deep learning, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Amaury, c'est que pour comprendre ce qu'ils font, il faut les voir agir. Ce qui est assez différent de type d'algorithme qui a priori appliqué un modèle, par exemple. Un ingénieur en mécanique, quand il fait une simulation de turbine, il est relativement autonome sur l'affaire, il est capable de comprendre et son modèle et les résultats, etc. En IA deep learning, non. Donc pour ça, il faut avoir une ouverture sur les applications ou des vraies données avec un regard de ce que ça donne en sortie, parce que l'algorithme n'est visible que dans sa production et non pas dans son fonctionnement. Dans son fonctionnement, c'est un peu une boîte noire, on est un peu perdu. Et donc, pour comprendre ce qu'il fait, il faut regarder comment il agit sur ces données. Et donc, il faut des experts des données. Et l'algorithmicien n'est pas un expert des données. C'est un expert de ce qu'on en fait, qui est un petit peu différent. Donc, il y a un couplage structurel, en fait, qui se met en place avec cette évolution des algorithmes où c'est plus uniquement des mathématiques appliquées, en fait. On invente des algorithmes sui generis, c'est-à-dire on ne sait pas très bien ce qu'ils font, on sait ce qu'ils calculent, mais on ne sait pas ce qu'ils font, et ni à quelle intelligibilité ça renvoie. Pour ça, du coup, on revient aux données. C'est une manière d'ouvrir la boîte noire. Donc, c'est pas un hasard, à mon avis, c'est structurel. Oui, si je peux compléter un petit peu, il y a aussi ce phénomène d'IA générative qui est assez récent, puisqu'on avait discuté, ça fait peut-être 1 an et demi que les ChatGPT, etc. ont été popularisés au grand public, et en fait le recul que l'on a sur l'intégration de ces technologies-là aux différents corps de métier, aux différents publics et aux différents acteurs est encore un peu analysé, en tout cas on n'a pas beaucoup de retours. Et d'où l'intérêt aussi de couper avec la recherche, justement pour comprendre un peu ces éléments-là et savoir où aller dans la création de nouveaux éléments, ou en tout cas de comment les utiliser et ce qui peut être apporté. Et c'est vraiment une époque assez formidable, puisque en fait beaucoup de métiers, de corps de métiers, de domaines ont envie de travailler ensemble justement pour progresser, comment intégrer ces outils, ces technologies d'IA, mais c'est une vraie question, quoi. Donc effectivement. Ce que je voulais ajouter aussi, c'était, en tout cas pour ma part, pour avancer dans ma connaissance sur ces IA et être capable de les manipuler, j'ai effectivement eu besoin de passer par la formation scientifique. Mais je pense que c'est déjà parce que dans les masters des écoles d'archi ou de design, on va pas forcément avoir cette culture-là de la recherche scientifique, mais
pour autant, ces algorithmes, ils ont été inventés et créés par des gens qui sont de cette culture-là. Et donc, si on veut pouvoir les exploiter, en fait, si on va à la source directement et qu'on comprend comment ils fonctionnent, le système des publications, comment trouver les algorithmes en ligne, etc., c'est une porte immense d'un coup pour pouvoir les exploiter. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours cette culture-là dans les écoles d'architecture ou de design, mais ça n'empêche pas que voilà, on n'est pas obligé de faire un doctorat pour faire ça. Si on se forme un peu à ça, les ingénieurs ils sont habitués après un master à pouvoir exploiter la littérature scientifique, exploiter les travaux d'autres pour faire des applications. Et donc voilà, c'est un petit pas de côté un peu qui peut aider effectivement pour mettre le pied dans cet univers, je dirais. Plusieurs questions. Je sais qu'au niveau du timing, bon, ça va, ok. Ouais. Je sais pas si Et justement, avoir cette autre culture et dans les deux côtés, en fait, finalement, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place, soit dans vos labos de recherche, soit dans vos espaces de formation ou pas, pour que, y compris les étudiants, aient accès à cette double culture? Non. Alors globalement, c'est difficile. Alors, mais quand même, il y a des tentatives. On a évoqué quelques collaborations, notamment dans le cadre du mémoire et projet de recherche, donc entre des étudiants en design et des labos dits scientifiques. Cette année, il y a quelqu'un qui travaille avec le labo Ubercurien notamment, alors sur totalement autre chose, ou sur d'autres domaines. Par contre, aller donc jusqu'à développer une culture scientifique ou de la recherche scientifique dans le cadre du niveau master, en design, c'est difficile. Déjà parce que y a des questions structurelles d'équipe, de culture scientifique propre. Nous, par exemple, formateurs. Par contre, c'est assez juste. Ça reste pas un objectif, mais pourquoi pas, parce que je crois assez fortement à ces profils-là, de designers acculturés à des manières de faire de la recherche avec des standards plus scientifiques. Et je trouve que le fait notamment de trouver de l'information et de savoir où est l'information, c'est peut-être qu'un module suffirait, mais voilà, il reste à le construire, n'est-ce pas, Maxime? Ouais. J'aurais un point de vue un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire, plutôt que, avant d'avoir des profils à double culture, je préférais déjà avoir des gens qui ont une vraie culture de leur discipline, ce qui est loin d'être le cas. Dans le cas de l'IA, c'est frappant, on a une amnésie complète de ce qu'il y avait il y a moins de 10 ans, en fait. Et donc, quelqu'un qui est formé en master d'IA, il ne sait pas qu'il y a d'autre chose que de l'IA neuronale, et des fois, il ne sait même pas qu'il y a de l'IA neuronale qui n'est pas deep learning. Donc, générative AI. Donc, déjà, je pense que être capable d'apprendre une double culture, c'est déjà connaître la sienne. Et on est très loin du compte. Parce que j'ai bien aimé dans le projet sur l'architecture, c'est qu'il y a une généalogie des outils. Et donc, c'est d'abord la connaissance de ces outils, de leurs limites, qui permet de dire, tiens, la place de ces nouveaux outils pourra être là, complémentaire par rapport à ceci, cela. C'est une culture de l'intérieur. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer, parce que c'est toujours pareil, c'est en approfondissant les problèmes de chez soi qu'on découvre les problèmes des autres. Et qu'on va voir quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser. Mais le côté superficiel de passagers clandestins des cultures des autres, je suis assez peu... je pense que je suis assez dubitatif. Je pense que ça marche pas très bien. Ça donne des gens insupportables, mais peu prolifiques. Bon, c'est un peu trash. Juste vu que ça répondait je pense qu'on a besoin de ces gens-là aussi pour... peut-être qu'ils puissent s'infiltrer aussi plus facilement à des endroits où ils ne sont pas forcément invités. Voilà. Et je pense aux designers, par exemple, pour qu'ils s'infiltrent chez les ingénieurs, entre autres. Ils sont partout. L'ennemi est déjà là. Juste pour compléter, je sais qu'il y a eu une réflexion sur le site, en particulier en Saint-Étienne, pour avoir des formations IA plus X. C'est-à-dire d'avoir une double compétence, notamment IA plus droit. Il y a notamment des réflexions à Lyon 3, alors je ne sais pas où ça en est, de créer une licence à ce niveau-là. Il y avait aussi des choses autour de la biologie, la physique, qui sont aussi des domaines qui ont ces besoins-là, d'avoir des formations qui intègrent ces doubles compétences-là. Alors effectivement, c'est deux cultures un peu différentes et les profils qui sont adaptés
peut-être ils sont pas forcément faciles à trouver, mais en tout cas, il y a quand même une réflexion au niveau de formation du supérieur d'intégrer directement l'IA et de l'afficher comme étant une des compétences de la formation. Ça tend un peu cette réflexion-là tend à se développer. Voilà. Donc on peut discuter suivant les domaines si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas c'est un élément aujourd'hui pour que ces compétences-là soient maîtrisées par des acteurs qui vont aller dans d'autres corps de métier. Oui, de mon côté, ce que je voulais dire, moi j'essaye à la fois dans ma pratique en agence et aussi à l'école. En agence, depuis longtemps, je fais ce qu'on appelle les déjeuners paramétriques, où toute l'agence est accueillie sur une pause déjeuner, où je présente une fois par mois un sujet numérique que j'ai gratté. Ça peut être les automates cellulaires pour l'architecture, la simulation environnementale, et c'est autant du pourquoi que du comment aussi. L'idée, c'est qu'ils appliquent ça, et c'est d'acculturer un petit peu. C'est tous ces cours qu'on n'a peut-être pas eu en école d'archi, et voilà. Et je suis assez contente et fière de ça quand il y a des chefs de projet pratiquement de 50 ans qui me disent qu'ils sont mis à Python le week-end. Enfin, c'est une vraie victoire en fait, en soi, des gens qui... Parce que les architectes, voilà, avec le BIM aussi, on les harcèle un peu de nouvelles techniques. Je pense qu'il y en a qui ont changé 4 fois de façon de dessiner, de modéliser en agence et tout ça. Et donc voilà, maintenant on essaie de prendre les devants et puis d'essayer d'imaginer ce qui va nous arriver en étant un peu acculturé à ces nouvelles méthodes. Et ça fait partie de mon travail que de gratter, de faire de la veille technologique, de comprendre un peu ce qui se passe et de diffuser ça dans l'agence. Et bien sûr, tout ça, je le capitalise aussi pour mes étudiants. Je suis jeune enseignante, mais à la Villette, déjà donc dans mes cours de modélisation BIM, j'invite mes étudiants à lire que ce soit de la philosophie, des techniques, mais aussi des articles scientifiques pour les confronter à ces textes-là, qui leur sont, à mon avis, pas trop... ils ne sont pas trop étudiés dans d'autres cours, pour qu'ils sachent que ça existe, qui connaissent Google Scholar, comment accéder à des papiers. Et puis après, dans les ateliers de projet, je vais pouvoir faire des collaborations avec des architectes où je vais venir, par exemple, montrer Stable Diffusion, comment ça marche, comment l'installer. C'est beaucoup faire en sorte que les étudiants puissent mettre en pratique assez rapidement pour... voilà, pas faire tout ce travail que j'ai besoin de faire de veille et leur transmettre tout ça. Après, voilà, c'est beaucoup... ça dépend des autres enseignants, c'est des collaborations à monter avec d'autres enseignants pour développer ça. Et puis après, j'ai aussi mon cours d'optimisation ou de formation à la programmation visuelle via Grasshopper, où effectivement, je transmets ce que j'ai appris lors de ma thèse. Mais voilà.